il y a la maintenance technique, ils ont des moteurs, ils ont des frigos, des congélateurs. Il faut voir qu'ils quand ils partent de Southampton, ils ont la combuse remplie de vivres. On ne peut pas acheter localement, hein, congelé et frigo. Pour ne pas avoir à l'Italie. L'inconvénient, c'est que le moteur tourne tout le temps. Faire tourner ces frigos, c'était bruyant. Donc là, il faut qu'il aille, aussi qu'il aille faire donc un carénage quelque part. Donc le seul port, enfin, à l'époque, le grand port japonais pour la construction navale et la réparation navale, hein, c'est Yokohama. Toujours Yokohama. Donc ils ont réservé le dock, le dry dock, ça fait longtemps. Ils ont réservé l'hôtel à côté du dock pour héberger toute la famille Guinness pendant les travaux et une partie d'équipage. Ça c'est formidable. Ils doivent arriver lundi à 9h. Ils sont comme ça, c'est tout le temps. Ils doivent arriver lundi à 9h. Et puis le Guinness a envie d'aller voir un petit îlot quelque part ici sur la route. Il veut vraiment aller voir cet îlot. Alors, le capitaine n'est pas d'accord parce qu'il dit on va pas arriver à l'heure. Si le vent n'est pas bon, c'est pas la propriété, on y va. Donc ils vont voir cet îlot, évidemment, ils prennent du retard et ils n'arrivent pas à temps pour aller dans le dock flottant qui est réservé lundi. Heureusement, c'est quand ils arrivent. Il ne reste plus rien au Yokohama. Il y a un séisme, genre celui qu'il y a eu là, un séisme qui détruit Yokohama. À l'époque, toutes les maisons sont en bois et en papier, bel incendie derrière. Et pour être un incendie, rien de vaut un tsunami. Comme l'actualité rattrape l'histoire. Il y a un énorme tsunami par derrière, tout est rasé. Bon, le dry dock aurait dû être de fantôme. Détruit, l'hôtel est détruit, donc s'ils avaient été à temps, à l'heure, ils avaient rien. Donc il y a encore échappé une deuxième catastrophe naturelle qui était assez rare. Une fois de plus. Donc ici vous êtes en... Ça sort de le temps. C'est pour ça que je suis venu là. Presque rien. Voilà. En plus, bon, la dernière je montrais ça, mais cette année c'est encore plus tsunami, on sait ce que c'est maintenant, vous l'avez vu à la télé. 30 mètres de haut, il est né le Belém dans son dry dock. Après, de toute façon, tout est détruit. Donc, il échappe encore à une catastrophe. Deuxième catastrophe. Deux crises économiques, deux guerres mondiales, deux catastrophes naturelles. Normalement, ça devrait s'arrêter là. Alors, par la suite, après son tour du monde, évidemment, il continue son business. Alors, il a trouvé un autre endroit, il s'est dit, il y a Saint-Patrick là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. La diaspora irlandaise est partie de l'autre côté. Donc ces gens-là, ils doivent boire de la bière, surtout de la Guinness. Donc il va aller aux États-Unis. Il a envoyé une photo à Chicago en 1936. Donc il va continuer là-bas, il va naviguer sur les Grands Lacs. D'ailleurs, le capitaine Faubourg raconte sa navigation sur les Grands Lacs est extraordinaire parce que vous ne voyez pas la terre et non, il n'y a pas de rouge. Je trouvais ça formidable de naviguer sur les lacs. Voilà, donc tourisme et business. Là, c'est au Spitzberg. Il monte. Il va aussi. D'ailleurs, la découverte, c'est vraiment un aventurier. Il monte aussi au Spitzberg. Il n'a pas de business à faire. Les ours n'achètent pas trop de bière. Donc, il monte là-haut. D'ailleurs, il va subir un ouragan. Il navigue tard, jusqu'à octobre. Une zone très dangereuse. Et c'est là que le navire va subir des vents de 55 degrés établis. Et ils ont mesuré 47 degrés de gîte. 47%. Mais il va résister. D'ailleurs, ils ont fait un compte rendu officiel avec la peau de la gîte. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Donc, il échappe à un ouragan, et c'est pour dire quand même que c'était quelqu'un de très marin, Dr. Guinness. Et voilà, alors là, c'est une photo qui est prise de Guinness sur la fin de sa vie. Au Spitzberg. Et il est sur le gaillard, vous voyez. C'est la manette du frein du piano. Sacré Guinness parce que lui, vraiment il aimait ce bateau et puis il a navigué énormément avec. Et alors, sur la fin de sa vie, on a appris aussi que tous les matins, il fallait qu'il marche une demi-heure. Le capitaine se creusait la tête pour trouver un endroit tous les matins pour les mouiller pour que Guinness marche une demi-heure et on revienne à l'eau.
Guinness décède en 1949. Évidemment, le navire va passer la Seconde Guerre mondiale. Une fois de plus, il est à l'abri de l'autre côté, cette fois-ci un peu plus exposé. Donc quand vous êtes bombardé, hein, ça se donne des obus qui tombent très près du Belém, enfin du Phantom 2. Les petits obus seraient tombés à bord, mais sans trop de gravité. Voilà, il échappe encore quand même à une destruction. Il y aurait eu une réunion de Gaulle à bord avant le débarquement. Normandie, hein. Une des réunions, pas la réunion, une des réunions aurait été effectuée. Et de Gaulle serait mis de la Grèce. Les manœuvres ici étaient assez en colère. C'est un détail comme un char d'égout, je suis pas content. Plutôt la Grèce sur ces maudits navires. Voilà, en tout cas c'est la période Guinness. Donc évidemment le navire est mis en vente. Et il n'y a pas beaucoup de candidats. Là l'époque des grands volets de luxe est terminée, il révolue depuis longtemps. Ça intéresse plus grand monde d'armer des navires comme ça. Bon là c'est une phase un peu délicate, mais une fois de plus avec ses aménagements luxueux et tout, il va quand même attirer quelqu'un. Ouais, il va tirer les Italiens, hein, tout ce qui brille, ils aiment bien la classe, tout ce qui est beau. Eh bien, ils vont venir acheter le bateau alors.